Bonsoir à tous, ces amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission à savoir Sport 10, une émission qui traite, vous le savez, l'information donc sportive, que ce soit sur le plan local ou voire même ailleurs. Et ce soir, eh bien, je suis seul à présenter cette émission puisque Séverine, vous le verrez, eh bien, elle est partie du côté de l'Hexagone. Vous saurez d'ici quelques instants pourquoi. Alors, sur le plateau de Canal 10, nous recevons donc Madame Fleur Labouribosque, qui est de la ville de Saint-Claude. Et là, nous allons parler d'octobre, Octobre Rose. Il y a des choses à dire concernant Octobre Rose, n'est-ce pas? Plein de choses à voir dans cette émission. Nous parlerons de cyclisme, nous parlerons de basket, nous parlerons de football, nous parlerons de hand. D'abord, le cyclisme, en ce qui concerne cette discipline, vous le savez, eh bien, il y a donc les championnats de la Caraïbe, 18e édition, ce sera donc ce week-end, ici chez nous. Mais d'abord, regardez ce sujet qui a trait justement à cette discipline. Depuis lundi, nous recevons pas mal de délégations, Sainte-Lucie, Bahamas aujourd'hui. Demain, nous aurons l'ensemble des autres délégations qui vont venir. On a mis une stratégie aussi pour qu'ils puissent, vendredi matin et samedi matin, pour ceux et celles qui ne font pas le contre-la-montre, puissent reconnaître les différents circuits. Donc il y aura un fléchage, on a des équipes, on a fait appel à des équipes aussi locales pour mettre à disposition leurs véhicules, pour faciliter, pour qu'on ait une forme d'équité. Après, il y a quelques portions de route qu'on essaie de voir avec Route de Guadeloupe pour la sécurité des coureurs et de la caravane. Après, c'est surtout les plans de vol, parfois avec les retards, les vélos des coureurs qui arrivent après. Donc ça décale tout parce qu'on met à disposition des bénévoles, des véhicules, des minibus, tout ça. Donc il faut s'adapter. Mais c'est pour ça que je demande à toute mon équipe cette flexibilité que moi j'ai pour être pondéré, pour aller à l'essentiel, c'est recevoir nos amis de la Caraïbe dans de bonnes conditions et pour qu'on ait du beau spectacle et avec des beaux vainqueurs. Oui, alors du spectacle, certainement, il y en aura ce week-end avec eh bien, les coureurs. On connaîtra le nombre d'ici quelques instants. Mais sur place, il y a Pascal Abatin qui est là, l'homme du cyclisme, en tout cas chez nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Richard, je ne sais pas si vous m'entendez convenablement. Oh, très très bien Pascal, très bien, il n'y a pas de souci. Donc, allô Pascal, aujourd'hui, si je crois bien, c'était précisément la conférence de presse. Alors, non, ce soir, ce n'est pas du tout la conférence de presse. La conférence de presse a eu lieu mercredi. Très bien. Ici même, Richard Etienne. Ce soir, c'est plutôt la présentation voilà. de ce championnat des petits pays de la Caraïbe. Mm-hmm. Alors, les temps forts, justement. Alors, les temps forts, très rapidement, avant de passer au temps fort, j'ai avec moi Saint-Martin, vous savez comment, j'ai avec moi aussi Saint-Martin et Sainte-Martine, vous savez comment est-ce que ça fusionne chez nous. Nous avons Jean-Paul Rousseau, c'est ça, Jean-Paul Rousseau, how are you? I'm good. Happy to be there, happy to be in Guadeloupe and to be part of the Caribbean Championship. In français? Merci, bonjour, bonsoir. Je suis heureux d'être là ce soir et de faire partie du championnat de la Caraïbe pour représenter la team Saint-Martin côté néerlandais. Vous êtes venu avec combien de coureurs? On est venu avec Adélio Hodge et Nicole Irato. On va vous laisser aller parce que je sais que vous êtes attendu. Merci beaucoup. Vous avez un petit mot? Je dis au monde de sortir, de venir supporter les coureurs et des voitures, de faire attention aux coureurs, de protéger nos coureurs. Que tout se passe bien. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment. Richard Etienne, c'est pour vous dire que, bien écoutez, là nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette présentation parce qu'il faut savoir que ces coureurs, pas moins de 18 délégations tout de même. Hein. Oui. Pas moins de 18 délégations. On retrouve la Grenade, on retrouve Saint-Domingue, on retrouve nos amis de la Martinique, on retrouve Guy. Alors il faut savoir que c'est la Martinique qui détient pour l'instant ce titre de champion de la Caraïbe. Et tenez-vous bien par Edwin Nubul. Oui. Et vous savez bien évidemment quand nos amis martiniquais comme ça arrivent dans le département, il y a cette guerre féroce, une animosité, pas du tout qu'on serait tenté de dire, pas d'animosité, mais au contraire, c'est une guerre saine et qui permet bien évidemment à ce que le meilleur sorte. Mais attention,
attention Richard Etienne, parce que nous avons avec nous ce soir Diego Milan. Oui. Diego Milan, qui ne sera pas là en petit triathlon. Oui. Il a une licence avec l'USL. Il n'a jamais évolué sur nos routes en Guadeloupe parce qu'il y avait un contentieux entre le comité régional des équipes de Guadeloupe et Diego Milan qui a tout fait pour pouvoir venir évoluer en Guadeloupe, mais ça n'a pas été fait. Alors, dites-vous bien que les regards se sont croisés, Diego Milan et le président du comité régional de cyclisme. Alors, quelque part, c'est pour vous dire que la bataille sera farouche pour ce titre. Alors, contre la montre individuelle pour les hommes, à partir de demain, juste une heure après l'arrivée de la dernière coureuse, parce que les femmes partiront autour de 14h30, les femmes auront 20 km à courir. Contre la montre individuelle, les hommes partiront aux alentours de 15h, 15h30 à peu près, avec 23 km. Ça, c'est le samedi après-midi. Et ça, c'est dans la région de Petit Canal. Deux lieux ont été choisis. Petit Canal pour le contre la montre individuelle. Et pour la course en ligne, ça sera donc dimanche, 8h. Départ pour les hommes, 8h aux navires avec un circuit qu'on connaît très bien. Match-là à plusieurs reprises. Et puis les femmes qui partiront aussitôt dans la foulée. Après 139 km, et par 8 heures, on va arriver aux alentours de 11h30, midi. Les femmes partiront aux alentours de midi pour ensuite Alors, Pascal, le vainqueur. Pascal, alors si je crois bien, bon, il y aura 6 tours, hein, il y aura 6 tours du circuit pour une distance longue, en gros, de 139 km à peu près pour les hommes. Pour les hommes, tout à fait. D'accord. Alors, Pascal, justement, c'est vrai, on a beaucoup parlé, vous nous avez beaucoup parlé d'ailleurs des clubs étrangers, ceux qui participeront justement à cette compétition. Mais est-ce qu'il y a en ce moment la grosse armada pour la Guadeloupe, que ce soit du côté des hommes ou des femmes? Ah oui, il y a une grosse armada. Et donc, je vais demander à ceux et celles qui nous écoutent actuellement de se mettre sur ma page. Dans quelques instants, vous verrez cette belle délégation, les deux délégations d'ailleurs. Alors, s'il faut savoir, Richard Etienne, il y a 2 ans, 3 ans de ça, oui. Le pays organisateur, on va se considérer comme un pays, un petit pays, avait la possibilité d'avoir deux équipes de 6 coureurs. Ça a changé. Aujourd'hui, l'UCI Taco-Patin et l'UCI Caribbean Cycling a changé la donne. Le pays qui organise a droit à 7 coureurs uniquement. Donc, on trouvera 7 hommes et 7 femmes. Voyez-vous, oui. Pour les 2 sélections. Alors, juste pour vous donner un petit peu le nom de ce gratin chez les hommes, il y a Mévin Jet, le vainqueur du tour, de Guyane. Et les hommes, il y a Raphaël Newton, qui est double champion du contre-la-montre individuel. Raphaël Newton, vous connaissez bien ce nom, à partir de demain après-midi, qui est dans cette équipe, dans cette sélection. Les 2 frères Ursel, Damien et Adrien Ursel. Vous avez Taïno Caillot aussi chez les hommes. Jérémy Delumeau, Mévin Jen, on l'a dit. Voilà les points qui font un peu l'ossature chez les hommes. Alors, l'ossature chez les hommes. Et quand on regarde justement la sélection féminine, il y a 2 coureurs justement qui font partie de la CPVB. Notamment Alexandrine Mélissa, si je crois qu'elle est là. Et également Séverine Ferdinand. Alors, oui. Ou plutôt Séverine, pardonnez-moi Pascal, plutôt Séverine Ferdinand et Clémence Briche. Voilà, tout à fait. Voilà. Justement, je ne sais pas si ça a été fait volontairement de votre part en parlant de Mélissa Alexandrine. Oui, mais c'est un club qui vient en France, justement, chez des femmes. Avec 2. Voilà, et Mélissa Alexandrine, c'est une Martiniquaise. Hein. Oui. C'est une Martiniquaise, mais là, qui aujourd'hui, et ça fait plaisir, qui porte les couleurs donc, de la sélection de la Guadeloupe. Et puis les 2 coureurs que vous parlez là, vous avez parlé de Christelle Martinez, c'est ça? Séverine, plutôt de Séverine Ferdinand. Et Clémence Briche. Et Clémence Briche. Alors vous savez, là, nous avons de grosses pointures. Oui. De grosses pointures chez les femmes. Christelle Martinez, qui a peut-être, vous ne connaissez pas, mais qui a été plusieurs fois titrée championne de la Guadeloupe du contre-la-montre individuelle, qui sort donc d'un très beau triathlon courte distance 1900 mètres avec ce titre de vice-championne. Voyez-vous, donc on a tout pour pouvoir réussir, mais par contre, le championnat, c'est sur une course. Tout peut se passer.
il peut avoir un enterrement de première classe. Là, il va falloir être très vigilant. D'accord. Alors Pascal, si je crois bien, c'est une épreuve, ma foi, que tout le monde attend. Vous serez sur l'événement, je reste persuadé. Oui, nous serons sur l'événement. D'accord. Dès demain, donc, le roi Guy sera avec moi. Nous serons sur Petit Canal. La diffusion se fera à 20h. Par contre, dimanche, nous serons en intégralité de 8h jusqu'à pratiquement 16h, 17h pour la fin donc de ce championnat. Merci Pascal d'avoir été en direct justement dans cette émission. L'autre événement, vous le savez, eh bien c'est tout simplement l'Assemblée générale de la Fédération française de basket, Assemblée générale ordinaire. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette assemblée, notamment les statuts fédéraux. Une assemblée que vous avez suivie pour nous, et cela depuis le Puy du Fou. Et ça c'est en Vendée. Séverine Méridan, vous êtes là-bas. Dites-nous ce qui s'est passé. Puis je crois que vous avez rencontré donc le président de la Fédération française de basket, à savoir Jean-Pierre Suiteau, président de la Fédération française que nous écoutons. C'est une année importante. On a les Jeux Olympiques, Paralympiques ici sur Paris. On espère avoir les 4 équipes de France qualifiées. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a déjà 3. On attend les garçons du 3-3. Et j'espère qu'on terminera sur des médailles. Donc le bilan, je ne l'ai pas trop fait pour le moment. Ça me fait quelque chose parce que depuis 1996, je suis dans cette fédération. Je suis président depuis 2010. Bon, j'ai essayé d'apporter tout ce que j'ai pu. On a travaillé beaucoup en équipe. Je me suis beaucoup déplacé sur les territoires, que ce soit en métropole et puis chez nos amis ultramarins, la Guadeloupe en particulier. Voilà, après, je pense qu'on a eu des résultats sportifs, beaucoup, filles et garçons, des médailles. Je crois qu'on est à plus d'une centaine de médailles déjà acquis pendant cette période. Et puis ensuite, le développement territorial, on est passé de 450 000 licenciés à plus de 725 000, je crois, l'an dernier. Et puis derrière, la structuration avec un vrai projet, avec une volonté d'implanter le 3-3, d'implanter aussi ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est-à-dire toutes les pratiques non compétitives. Donc voilà, c'est une tournure vers l'avenir que j'ai essayé de mettre en place en équipe, tout ça. Puis je suis assez fier du travail qui a été fait de toute l'équipe. Voilà, mais il me reste un an et c'est une belle année, j'espère. Et puis profiter de ça aussi pour venir saluer nos amis ici en Guadeloupe. Justement, la Guadeloupe, les Outre-mer, on sait que souvent sont des départements, des espaces qui ont le sentiment d'être éloignés, d'être un peu oubliés. Vous, ça a quand même été pour vous un cheval de bataille, de justement rapprocher la Fédé, vraiment créer un lien avec ces territoires dans l'ambition de développer ce basket aussi chez nous. Oui, je pense que pour plusieurs raisons, parce que ce sont des territoires pour moi comme les autres. Donc ils méritent autant d'écoute et de travail et d'accompagnement que l'ensemble des territoires métropolitains. Deuxième point, ce sont des terres de championnes, donc ce sont des vrais potentiels pour nous, c'est important. Bon, je peux citer le nombre de joueurs et de joueuses qui ont joué au plus haut niveau. Donc j'ai effectivement essayé de créer ce lien. Bon, déjà sur la Caraïbe avec Patrice Alexis, que vous connaissez bien, qui est notre président de Ligue régionale, mais qui est aussi le maillon de tout ce coin, donc il est ce qu'on appelle le délégué de zone, mais aussi je l'ai intégré au sein de la Fédération française de basket, il est membre du comité, il fait ce lien, et c'est plus qu'un lien symbolique, il travaille. La deuxième chose, on a créé donc au travers d'une commission ultramarin une vraie spécificité de la politique ultramarine, c'est-à-dire faire en sorte de créer par exemple des labels ultramarins pour qu'on prenne en compte les spécificités locales. Et puis ensuite, on a créé des événements de permettre, aux équipes de venir, même si c'est jamais parfait parce qu'on aimerait faire davantage. C'est toujours le curseur financier qui nous permet de faire ou pas faire. Et puis aussi, moi je suis ravi par exemple sur le trophée Benjamin pour les jeunes. On avait à un moment donné certains territoires qui n'envoyaient que les garçons. Moi j'ai dit pourquoi on n'envoie pas les filles, parce qu'on n'a pas les moyens, mais on va trouver les moyens. Aujourd'hui maintenant c'est la grande famille du basket qui est réunie sur Paris, à Bercy, tout ça. Donc voilà, pour faire résumer, moi je suis très attaché à ces territoires. Moi je le sens bien, j'ai beaucoup d'émotions et puis d'amitié, je pense, avec la plupart des personnes qui sont des vrais acteurs là-bas. Donc je pense avoir contribué, puis j'espère que ça va continuer, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, justement, Jean-Pierre Suiteau. Après, c'est déjà projeté aussi, même s'il reste encore une année, une très belle année, on a dit. Finir sur une année olympique aussi, c'est une très belle chose. Donc avec, on l'espère, de belles médailles au bout. Mais donc du coup, la projection
de Jean-Pierre Suita pour la suite? Oula, mais moi je suis en fin de carrière. Place aux jeunes, place à une autre impulsion. C'est très dur à ce niveau parce que c'est H24, c'est 7 jours sur 7. J'ai beaucoup donné, j'ai fait des sacrifices de famille, sacrifices de plein de choses. Donc je ne regrette pas bien évidemment. Mais là, bon, je vais me reposer. Donc la pêche à la ligne. Et si en Guadeloupe ou ailleurs, on peut trouver un endroit où je peux aller pêcher, ce sera avec grand plaisir. Oui, Jean-Pierre Suita, qui est le président de la Fédération française de football, qui a été également président de la Ligue féminine de basket de 2001 à 2009. Et depuis 2010, eh bien, il est désormais le président de la Fédération française de basket. Vincent Collet, lui aussi, il a été confirmé, c'est une bonne information, il a été confirmé à son poste d'entraîneur et puis également son DTN. Le DTN, lui aussi, il était là, il était présent, justement pour confirmer la nomination de Vincent Collet. Alors ce DTN, il a pour nom Alain Contensou. Je vous propose d'écouter justement Vincent Collet. Donc on retrouve Vincent Collet, donc sélectionneur de l'équipe de France. Vincent Collet, un petit mot sur le basket des îles antillais-guyanais, votre sentiment, même si vous en connaissez pas beaucoup, mais votre sentiment, qui avez croisé pas mal de joueurs dans votre longue carrière. Les joueurs, je les connais mieux que le basket à proprement parler. C'est toujours un réservoir important pour l'équipe de France. Voilà, il y a encore un certain nombre de joueurs qui sont en équipe de France, et puis surtout parmi les jeunes, il y en a certains qui devraient bientôt intégrer cette équipe de France. Donc on sait qu'il y a une longue histoire. Voilà, moi j'ai une histoire personnelle avec la Guadeloupe, puisque Jacques Cachemire, quand il est arrivé en France, habitait un petit peu chez moi alors que j'étais enfant, et là, on a toujours des liens assez proches tous les deux. Et bon, j'ai aussi une histoire avec Flo Pietrus, avec Michael Gelabal. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour que l'équipe de France championne d'Europe 2013 soit honorée. Et on sait quel rôle prépondérant ils ont joué. Il y avait également Alexis Aginsa et Johan Petro qui faisaient partie de cette équipe-là. Donc, comme très souvent, le basket ultramarin a été plutôt très bien représenté en équipe de France. Est-ce que justement on peut avoir de l'espoir pour ces JO 2024 d'en voir un? Un, c'est quasiment sûr, mais il est même possible qu'il y en ait plusieurs, comme très souvent ces dernières années. Le quotidien du sélectionneur de l'équipe de France, on sait que c'est pas forcément évident, on sait que c'est toujours compliqué de pouvoir faire des choix, d'expliquer, de justifier. Ça aussi, on va dire que c'est un boulot compliqué. Oui, c'est un moment compliqué parce que en fait, il est précédé. C'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion, d'hésitation souvent, parce que c'est pas évident. On voit que par exemple cette année, on a probablement fait des choix qui ne se sont pas révélés efficaces. Donc à chaque fois, il faut vraiment peser le pour et le contre. Mais là, cette année, j'aurai l'opportunité davantage d'aller voir les joueurs, de pouvoir les regarder aussi beaucoup plus. Donc c'est un luxe que je vais essayer d'utiliser au mieux. Sur l'AG, justement, quand vous venez, c'est pour aussi pouvoir échanger avec toutes ces personnes qui travaillent au quotidien pour le basket français. C'est un souhait du président. Il pense que c'est, comme on est disponible avec Jean-Aimé Toupane pour les filles, c'est effectivement bien de pouvoir croiser tout le monde. Voilà, on fait partie de la même famille, même si il y a des branches différentes, mais c'est bien quand il peut y avoir justement un peu de rassemblement et de partage. C'est toujours favorable et je pense que c'est apprécié. Oui, Vincent Collet, l'homme qui a donné tant de titres justement à cette équipe de France. Et puis, il faut quand même penser aux filles, aux femmes, surtout à la sélection féminine. Eh bien, Jean-Aimé Toupane, lui aussi, il était là et Séverine l'a rencontré. J'ai la chance aujourd'hui de conduire un groupe de filles vraiment avec des qualités énormes, au-delà de l'expertise et des compétences qu'elles ont, individuellement, mais aussi les qualités humaines qui font que finalement, on a envie de faire partie du projet. Moi, j'ai la chance d'accompagner des filles qui sont ambitieuses, qui sont
en tout cas qui ont compris ce que c'était le haut niveau et qui se donnent les moyens en tout cas d'atteindre leurs objectifs. Justement, le basket féminin, on sait que c'est parfois compliqué aussi de pouvoir développer du basket féminin dans les différentes ligues, dans les différents comités. Est-ce que vous avez un point de vue vis-à-vis de ça pour permettre justement à plus de filles de venir au basket, d'être justement ces futures championnes que vous avez la chance aujourd'hui d'encadrer? Oui, moi j'aime pas trop quand on dit que c'est compliqué. On peut dire que c'est compliqué, c'est déjà péjoratif. Moi je pense que les jeunes filles comme les jeunes garçons ont le droit, ont la chance aussi de faire quelque chose qui les passionne. Je pense que le plus important en tout cas c'est nous éducateurs d'être à leur côté, de les écouter, de les accompagner. Après je pense qu'une fille comme un garçon, quand elles sont motivées, quand elles sont bien entourées, elles arrivent quand même à s'en sortir. Il faut simplement, à mon avis, les rassurer, leur faire comprendre que c'est possible. Voilà, c'est pas que une histoire de garçon, mais c'est. Moi, j'ai vraiment la chance de vivre des choses extraordinaires avec les filles parce que elles donnent et mouillent la chemise, comme on dit, elles mouillent le maillot. Et je suis très très content de les voir aussi impliqués parce qu'elles ont aussi envie de réussir. Voilà, le droit, c'est pas par rapport au sexe. La haute performance, elle n'est pas genrée. Simplement, quand on a envie, qu'on soit garçon ou fille, on peut y arriver. Voilà. Et moi, j'encourage en tout cas beaucoup les jeunes filles à oser, à tenter, à faire des choses parce que je pense qu'elles en ont les capacités. Une petite anecdote justement qui vous est déjà arrivée avec une équipe féminine que vous gardez en mémoire? Bon, des anecdotes, il y en a, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment content de les voir, parce que au départ, je pense aussi que c'est comme les garçons, ça veut dire que quand on ne connaît pas, on est un petit peu en doute, et puis après, finalement, quand les choses marchent, on y arrive. Donc, c'est pas une question de sexe. Moi, je me refuse à vouloir comparer les sexes, même si sur la relation, c'est un petit peu différent. Mais quand bien même on a un groupe de garçons différents, la relation aussi est différente. Donc, je l'amène là-dessus. Mais je peux comprendre que les relations interpersonnelles ou dans un groupe, c'est différent. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, je suis très très content là où je suis. Et ça, c'est quelque chose que je ne changerai rien au monde. Voilà. Oui, c'est intéressant ce qu'il dit justement, Jean-Aimé Toupon, qui je rappelle, c'est le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Mais il y a un homme qui est très important justement dans cette équipe de France, c'est l'assistant coach et qui a pour nom Rudy Nelom. Là encore, Sylvine l'a rencontré. Écoutez. C'est important d'être présent à ce type d'événement. Ouais, c'est important. Alors moi, je suis beaucoup présent parce qu'on a notre équipe de 2013 qui a été championne d'Europe et qu'on va rentrer à l'académie du basket. Donc on représente un peu cette équipe avec Jackie Comer, Vincent Collet et Boris Dio. Donc on a une présence pour pouvoir remettre tout ça. Mais c'est intéressant de pouvoir voir tout le monde aussi, d'être présent à l'AG, de voir comment ça se passe, de pouvoir rencontrer un peu tous les territoires, tous les gens qui viennent de partout et des élus et pouvoir discuter avec eux, quoi. C'est vrai que du coup, beaucoup d'échanges, un petit focus pour nous, du coup, ultramarins. C'est vrai que c'est un moment aussi pour nous de pouvoir échanger. Mais du coup, vous, votre sentiment un petit peu sur ce basket antillais-guyanais, même de l'autre côté, Tahiti, Nouvelle-Calédonie aussi, qui sont là. Mais je trouve qu'il avance, qu'il se met en place, à l'image de ce que fait en Réunion le handball ou des choses comme ça. Il y a de plus en plus d'événements de 3-3, de choses qui se déroulent, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique. Moi, j'ai l'occasion aussi de voir les jeunes qui viennent sur le CIS après d'être passés au pôle espoir et qui sont de mieux en mieux, qu'on voit qu'ils sont capables de concurrencer aussi les joueurs qui jouent ici, malgré le problème du Covid, malgré le problème qu'il y a des championnats qui ont été un peu en difficulté à des moments. Mais je trouve qu'on recommence à ressortir des jeunes qui sont de bonne qualité, que ça soit des gamins qui viennent de partout au niveau des
des Antilles, Guyane, de la Réunion et tout. Je trouve ça très intéressant en tout cas, quoi. Voilà. Justement, 2 joueurs guadeloupéens issus du pôle qui rentrent à l'INSEP. Voilà. Ça aussi, c'est montrer tout ce travail qui se fait chez les jeunes, toute cette évolution et qui montre en fait que cette volonté vraiment d'aller dans le bon sens du développement du basket. Oui, tout ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de détection. Je trouve que les entraîneurs, les CTS, les CTF qui sont sur place, que ça soit en Guadeloupe, qui font un vrai travail pour aller voir ce qui se passe dans les clubs. Moi, je sais la difficulté que c'est en termes d'organisation, en termes de tout ce qui est terrain et tout ça. Donc, je trouve que c'est bien. On arrive à encore sortir parce que, justement, les entraîneurs font un vrai travail dans les pôles. Ils font un vrai travail aussi pour pouvoir aller vers les clubs. Et je trouve ça très intéressant qu'on ait aujourd'hui 1, 2, 3 jeunes qui viennent des îles, qui rentrent au pôle France. Vous êtes aussi l'exemple de cette réussite autre, c'est-à-dire en dehors des terrains, montrer aux jeunes aussi que si jamais ça ne marche pas sous le terrain, il y a aussi cette possibilité au niveau de l'encadrement, de l'entraînement, de pouvoir réussir également. Tout à fait. Après, pour faire un peu un lien, quand on a gagné en 2013, il y a aussi quelqu'un qui est au pôle France aussi, Nicolas Absalon aussi, qui vient aussi d'origine antillaise guadeloupéenne ici. Mais c'est vrai que c'est une autre façon aussi de pouvoir toucher au niveau, de pouvoir côtoyer des grands sportifs et de contribuer avec ses compétences, ses connaissances à pouvoir faire évoluer aussi le basket. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Et si ça peut donner envie à d'autres jeunes de chez nous de pouvoir se dire, il n'y a pas que l'athlète, il y a aussi les formateurs, les entraîneurs, être assistant, être coach. Et c'est une façon aussi de vivre de sa passion et de pouvoir avoir une sorte de legacy un peu, quoi. Voilà, d'héritage. Un petit mot pour la Guadeloupe En créole. En créole. Oui. Il n'a pas voulu dire le petit mot en créole. Vous l'aurez compris, chers amis téléspectateurs, c'est véritablement le gros plan sur le basket. Et puis en deuxième partie de cette émission, nous allons prendre un peu la température juste pour ça, pour savoir ce que pensent ceux qui vivent au quotidien cette discipline dans les départements d'outre-mer. Et toujours, ce sera toujours en compagnie de Cyril Mérina. Pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes dans votre émission Sport 10, deuxième volet, deuxième partie de cette émission. Et là, je suis avec justement Madame Fleur Laborie-Bosque, qui fait partie de la ville de Saint-Claude, nous sommes bien d'accord. Et vous êtes donc élu en charge de sport, animation et territorial. Et là, vous êtes là justement pour parler de Octobre Rose qui a commencé le 1er octobre. Et la ville de Saint-Claude, justement, a décidé cette année de faire un peu d'animation, de faire surtout animation autour du sport. C'est ça. Donc cette année, le 20 octobre précisément, la ville de Saint-Claude va proposer sa deuxième édition de Marche Rose, puisque nous avions eu la première édition l'an dernier, qui a rassemblé pas mal de femmes autour de cet événement sportif. Donc, ce sera le 20 octobre à partir de 14h30 jusqu'à 19h au gymnase Daniel Cassin. Donc, on aura plusieurs temps forts sur cet événement. Un événement 100% sportif avec le soutien justement et en collaboration avec la Ligue contre le cancer et le CCAS de la ville de Saint-Claude qui porte également aux côtés du service sport cet événement. Donc, effectivement, nous savons que nous luttons pour cette cause de lutte contre le cancer. Et donc, c'était vraiment l'opportunité pour la municipalité de valoriser également et de faire parler de cette maladie une fois de plus au travers du sport. D'accord. Alors, pour mettre en place justement cette organisation, est-ce qu'il vous a fallu, disons, déployer des moyens importants, peut-être ? Alors, on aura surtout, oui, tout à fait, puisqu'on aura une marche rose qui va se dérouler dans le quartier de Ducharmois, donc à partir de 17h30, avec effectivement une sécurité du périmètre pour permettre aux personnes de marcher sur un périmètre défini en toute sécurité. Donc, notre police municipale sera bien entendu mobilisée, ainsi que d'autres acteurs associatifs qui seront présents bénévolement et qui pourront
pourront assurer les signalements. Donc, nous aurons également des signaleurs autour de cette marche pour pouvoir pallier à la sécurité des participants. D'accord, des participants. Et alors, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'est-ce que les gens... nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes le 13 aujourd'hui. La marche elle-même, ce sera le 20. Est-ce que les gens viennent spontanément ou alors vous leur envoyez... je ne sais pas moi, disons, peut-être une petite fiche ou quelque chose comme ça, non? Voilà, alors en fait, notre communication est déjà partie, voilà, et donc il y a effectivement un numéro pour s'inscrire, puisque ce sera également l'occasion de pouvoir faire des dons, notamment à la Ligue contre le cancer, avec la vente de t-shirts roses le jour de la manifestation par la Ligue. Donc c'est aussi l'occasion pour les personnes de faire des dons à la Ligue contre le cancer. Et donc dans cette démarche, il y aura également donc les petits qui seront sur le parcours de 14h30, qui donneront aussi un peu de sport en donnant un relais olympique, puisqu'il faut savoir que les écoles de la ville sont labellisées Génération 2024. Et donc, on peut dire qu'on sensibilise dès le plus jeune âge. Et donc, dès 14h30, les petits de la ville de Saint-Claude se donneront également à travers un relais pour lutter justement contre cette cause qui est le cancer du sein. Oui, alors quand on regarde la programmation, 14h30, course olympique avec les écoles de la ville, c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça. Et puis à 17h, vente de t-shirts. Oui, c'est important, ça c'est pour la vente, c'est pour faire entrer un petit peu... pour la Ligue, ça sera la Ligue qui aura donc un stand d'information où ils pourront justement déployer tout leur support de communication, avec beaucoup de sensibilisation également qui sera fait sur le stand de la Ligue. Puis l'idée aussi, c'est de mobiliser un maximum de personnes, hein. Donc on l'observe bien depuis quelques années, le sport est vraiment utilisé justement pour véhiculer les messages pour lutter justement contre le cancer du sein. Et contre l'obésité aussi peut-être. Également, puisque tout à fait, la municipalité a un axe fort qui est justement le sport santé. Donc on est également en plein dans la démarche de sport santé. On est sur la prévention. Donc c'est aussi l'objectif, c'est de pouvoir aussi sensibiliser et prévenir, donc avec la Ligue qui sera avec nous ce jour-là pour pouvoir apporter un maximum d'informations aux personnes. Alors 17h30, quand on regarde encore, je demandais à Jordan de me le... Voilà, merci pour le flyer. Alors 17h30, début de la marche sportive, échauffement. Vous ne pensez pas qu'il soit un petit peu trop tard, non? Parce qu'après, 17h45, déboulé sportif. Non, 17h30, c'est pas trop tard? Non. D'accord. L'an dernier, ça a bien marché à cette heure-ci. Les personnes, justement, et puis non, ça a été. Ça a été. L'échauffement ne dure pas très, très longtemps. Donc, la marche, elle part rapidement après. Et puis, cette année, la variante, c'est qu'on aura quand même la présence du groupe Apo Camaron qui, sous forme de déboulé sportif. Donc là, ce qu'on n'avait pas l'année dernière, justement. Donc là, on aura un peu plus d'ambiance quand même. Un petit rappel de la date, justement, de cette manifestation. Le vendredi 20 octobre. Voilà. À 17h30. À 17h30. Merci d'avoir été présente dans cette émission pour parler d'ailleurs de cet événement Octobre Rose et qui aura lieu dans cette commune de Saint-Claude. On revient justement avec le basket, puisque je vous l'ai dit, c'est donc un gros plan que nous faisons sur la discipline, puisque c'était l'Assemblée générale qui s'est déroulée en Vendée. Et il était important d'avoir un peu le sentiment, enfin, ce que pensent les ultramarins, puisqu'il y a des ligues dans chaque département, que ce soit du côté de la Guyane, du côté de la Guadeloupe, du côté de la Martinique, et voire même aussi du côté de la Réunion. Et Séverine a bien voulu prendre un petit peu la température, se renseigner, savoir exactement ce que pensent les présidents, ou voire même les membres des comités d'ailleurs de ces différentes ligues. Je vous propose de les écouter. Voilà, Richard, on poursuit notre tour d'horizon ici à l'AG de la Fédération française. C'est un moment aussi pour les ultramarins de pouvoir se rencontrer après avoir eu une réunion commune dans les locaux de la Fédé ce jeudi. Ils sont de nouveau présents pour poursuivre ici leurs travaux dans cette AG. Et nous, bien sûr, on les a rencontrés pour bien sûr découvrir ce basket au niveau de Mayotte, au niveau de la Nouvelle-Calédonie,
pour que chacun, tout un chacun, puisse nous livrer un peu son sentiment sur cette Assemblée générale, mais aussi sur le basket dans leur territoire. Tahiti a une fédération de basket, donc expliquez-nous pourquoi, comment ça se fonctionne. Il y a quelques années, dans les années 90, à Tahiti, tous les sports étaient en ligue. Et puis le président du CTOS de l'époque avait eu une vision beaucoup plus lointaine, dans la mesure où si les ligues devenaient une fédération, donc on arriverait à ce moment-là à monter le comité olympique de la Polynésie française et on aurait une ouverture au CIO, donc de participer aux Jeux olympiques. Et toutes les ligues ont été transformées en fédérations. Mais quelques années après, ce monsieur donc, est décédé. Et donc tout le travail qu'il avait voulu mettre en place, son remplaçant n'a pas mis en place. Jusqu'au jour où il y a eu l'éclatement des pays de l'Est. Et donc quand il y a eu l'éclatement de ces pays, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du CIO, ils ont changé les conditions pour être admis au CIO. Il fallait être indépendant et enregistré à l'ONU. Donc la Polynésie est enregistrée à l'ONU. Par contre, la Polynésie n'est pas indépendante. Donc ça nous coupait le fait de rentrer au CIO. Et jusqu'à aujourd'hui, on est resté fédération. Mais c'est toujours dans l'optique aujourd'hui de toujours rentrer au CIO, pas d'autres moyens, on ne sait pas quel type de moyens, est-ce que par le lobbying, est-ce que ça va pas se passer, on ne sait pas. Mais on espère un jour de rentrer au CIO. Sinon du coup, comment ça se passe? Quel bilan vous pourriez nous faire du basket à Tahiti? Voilà, donc avant de venir sur le bilan, avec la fédération française, on n'est pas ligue, mais on est avec la fédération française parce qu'on a signé une convention avec la fédération française pour être adhérent donc, à la fédération française. Donc on ne peut pas dire affilié, mais tous nos licenciés sont quand même répertoriés dans FBI, dans le logiciel de la fédération française. Alors, voilà, comment se passe le basket en Polynésie? Le basket en Polynésie se passe très bien. Il y a, au niveau senior, on a une trentaine d'équipes avec 3 catégories. En senior homme, en senior femme, on a deux catégories. Et puis au niveau des petits, des babies, donc des U9 jusqu'à U18, on a pas mal d'équipes. Et au niveau licencié, le nombre de licenciés au niveau de la Polynésie, on n'est pas loin de 3000 licenciés. Donc une véritable satisfaction, un gros boulot, justement, le travail de la fédération consiste en quoi? Ça a été un gros boulot depuis une dizaine d'années qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, on participe aujourd'hui aux Jeux d'Asie. On a cette chance aujourd'hui de participer aux Jeux d'Asie. Il faut savoir aussi qu'on est affilié aussi à FIBA. Donc FIBA Océania, donc c'est le côté Pacifique. Et aussi on est affilié aussi à FIBA Monde. Et donc voilà. Donc nous on est ces contacts avec la fédération française FIBA Océania, FIBA Monde nous permettent d'avoir des aides techniques, des aides financières. Et puis ça nous permet de participer aux différentes compétitions organisées par la fédération française et par FIBA. Le prochain grand objectif pour vous que vous êtes fixé? C'est dans un mois. Dans un mois, il y a un très gros objectif qu'on s'est fixé, c'est les Jeux du Pacifique. Donc c'est les Jeux entre toutes les îles du Pacifique qui va regrouper 28 disciplines dans le basket. Et ça va se passer aux îles Salomon du 19 novembre au 4 décembre. Vous êtes prêts? On est quasiment prêt. C'est pour ça qu'après cette assemblée générale, on prend l'avion dimanche pour finaliser pour ce déplacement sur les îles Salomon. Alors que pense justement la Ligue guadeloupéenne de la discipline?
Je vous propose d'écouter Patrice Alexis. Lui, il garde un peu d'espoir concernant ces deux disciplines. Je vous propose de l'écouter. Donc, comme les Ultramarins font partie du basket français, c'est un moment aussi où on se rencontre, tous les Ultramarins se rencontrent. Et de dire vraiment ce qu'ils pensent du tournoi, de tout ce qu'on fait, de remercier aussi la fédération des aides et aussi de parler surtout des infrastructures que tous les Ultramarins rencontrent. Mais encore une fois, ces problèmes d'infrastructure ne comptent pas à la Fédération française de basket comme à nos politiques de chaque département. Justement, échange, on a vu des solutions, des questionnements, un vrai travail collaboratif, une vraie écoute aussi de la part de la Fédé pour pouvoir emporter des solutions et vraiment avancer ensemble. On se rend compte qu'il y a une véritable volonté derrière. Alors, en tant que vice-président des Ultramarins, lorsque je regarde la réunion qui s'est tenue hier, je me rends compte que la Fédération a pris en compte tous les doléances que j'ai fait remonter de chaque département ultramarin. Surtout, ce qui était très fort, c'est la demande officielle des Ultramarins qui a été prise en compte par le bureau de la Fédération française de basket, de changer au niveau de le tournoi à 6, où on demande de revenir sur chaque département, puisse venir en métropole, se rencontrer afin de jouer, avoir les chances d'être qualifié pour le tournoi à 6. Un tournoi à 6 qui va évoluer, qui ne sera plus un tournoi à 6 du moment où que tous les clubs ultramarines seront en métropole pendant une semaine et les vainqueurs de ce tournoi vont rencontrer comme ils le font déjà au hand. Donc on va copier sur le hand de façon pour que les ultramarins aient un tournoi au lieu de décerner un titre de champion ultramarine à une équipe, ça permettra que les équipes se rencontrent un peu et de juger un peu le niveau du basket ultramarin. Je pense que c'est une très bonne chose. Ce matin, au bureau fédéral, on a encore discuté. J'ai développé ce point avec les membres du bureau dont j'étais l'invité. Et j'espère que ce que demandent les présidents des Ultramarins sera retenu par la fédération, validé peut-être dimanche matin. Un petit mot du coup sur les attentes aussi de la Ligue de la Guadeloupe sur cette AG. La Ligue de Guadeloupe a un délégué qui s'appelle Lazare. Nous, on a défendu déjà par rapport au montant alloué au club qui est de 2000 je crois, et 3000. On a essayé de développer le fait que en donnant cette somme, il faut fournir les récépissés, les factures avant d'être remboursés. Lors de cette réunion, on a défendu pour les ultramarins la prise en compte des 12 joueurs pour les filles qui a été actée, parce qu'il faut savoir, à la Coupe de France, c'était 12 garçons, 10 filles. Là, c'est 12-12. Ensuite, comme tout le monde le sait déjà, au niveau national 3, même si on joue prénat, on a demandé d'être à la même hauteur que si on jouait le National 3 et on va appliquer ce règlement, 12 joueurs chez les garçons, 12 joueurs chez les filles. Et l'attente pour la Guadeloupe, ce qui me fait encore très mal, c'est d'entendre qu'au niveau de la Guadeloupe, beaucoup de dossiers sont en attente pour avoir des infrastructures. Je répète, il y a deux plans. Il y a le plan F3 qui est géré par la Fédé et la ANS pour l'obtention d'un d'un terrain de 3-3, le terrain plus le but. Et il y a aussi le plan 80%, mais qui est passé à 100%, qui est géré par l'ANS. Ce qui veut dire qu'il faut que les clubs voient leur municipalité pour monter le dossier. Encore une fois, la Ligue de basket est à l'écoute et prêt à aider les gens, les présidents, les municipalités, pour qu'on puisse avoir même des infrastructures qui ne sont pas des gymnases, mais avec SMC2 que j'ai rencontré encore cet après-midi. Ils sont prêts à venir en Guadeloupe faire une réunion avec les présidents et les communes afin de monter des dossiers SMC2 pour avoir des espaces pour que les jeunes puissent jouer pendant tout l'été. Voilà Richard, ainsi s'achève notre petit tour d'horizon à l'Assemblée
l'Assemblée générale de la Fédération française de basket, en espérant que vous ayez pu découvrir des choses et en apprendre également. Et donc, je vous laisse en compagnie de vos invités sur le plateau et vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup, Séverine, d'avoir été justement en direct dans cette émission pour parler d'ailleurs de cette discipline que vous aimez énormément, à savoir le basket, puisque c'est vrai, c'était le gros plan véritablement sur la discipline. On continue justement avec les autres disciplines pour parler de football, évidemment. On suivra avec intérêt tout simplement la prestation des Guada Boys en match retour contre la sélection de Sainte-Lucie. Il faut savoir que les Guadeloupéens, les Guada Boys, ils ont perdu sur le score de 2-1. C'était hier soir. Et le match retour, donc c'est dimanche après-midi à Sainte-Anne à partir de 15h30. Et attention, parce qu'il ne faudrait pas perdre cette rencontre, sinon ce serait catastrophique en tout cas pour la sélection de la Guadeloupe. Et puis toujours en football, la régionale 1, on va voir concernant la 6e journée, les différentes rencontres. Le match CSM Juventus a été reporté, la Gauloise qui va rencontrer le Sporting. Ce sera à 15h30 à Rivière-des-Pères. L'Étoile, même heure, à Maunalo qui va recevoir le Sirocco des Abîmes. Le Phare à 20h, toujours le même jour, le 14, sera opposé à l'AS Dynamo, l'USBM qui va affronter l'US Cambrefort à Bémaro à partir de 20h. Et puis d'autres matchs, comme par exemple Amical qui sera opposé à l'AS Gauzy, ce sera le 2. Il faut bien préciser, le 2 décembre, et le CERFA, le 6 décembre, contre la solidarité scolaire, exempt la jeunesse évolution. Au classement, le Sporting est en tête avec un total de 17 points devant l'Étoile 15. 15 points pour le CSM 3e, 4e l'AS Dynamo avec le même nombre de points, c'est-à-dire 15. Le Sirocco est 5e avec 14 points, 13 points pour la jeunesse évolution 6e. 7e l'Amical Club de Marie-Galante avec 11 points. 8e l'AS Gauzy, 9 points également pour l'US Cambrefort qui est 9e, 10e la solidarité scolaire, 8 points, 7 points pour l'USBM 11e, 12e la Gauloise, le même nombre de points, le CFA 13e avec le même nombre de points, 6e, ou plutôt 14e la Juventus avec 6 points, et le Phare 15e avec un total de 4 points. En handball, on va disputer donc la 5e journée. Vous allez voir l'ensemble des rencontres concernant le handball en excellence féminine. 5e journée, je vous le disais, avec une rencontre qui va débuter ou qui a débuté dès ce soir entre l'Intrépide et le Zayenla. Demain à 18h, le CAPS qui va recevoir Pointe-à-Pitre handball. Ce sera au gymnase de Cap-Esther. L'Étoile, demain soir, 18h, qui va recevoir la Gauloise. Ce sera au gymnase de Petit-Canal. Au gymnase de Fouillol, demain soir, 18h, la JSA face à la JTR. À Raisin-Clair, l'Infini qui sera opposé à l'ACB demain soir, 19h. Et puis dimanche, un seul match, à savoir le Club Sport face à la ZUP. Ce sera au gymnase de Raisin-Clair. En ce qui concerne les hommes, 5e journée également, l'Intrépide face à Zayenla, donc à partir de 21h ce soir. Demain, 20h au gymnase de Cap-Esther, le CAPS qui va recevoir le Cygne Noir. Demain, 20h également, l'Étoile face à la Gauloise au gymnase de Petit-Canal. À Fouillol, demain soir, 20h, JSA, JTR. Au gymnase de Raisin-Clair, l'Entente, l'Infini, ACB, c'est donc demain soir, 20h30. Et puis dimanche, à 10h, au gymnase de Raisin-Clair, l'ASA face à la ZUP. Voilà, on a fait le tour de l'information sportive. Et puis évidemment, merci d'avoir été présente dans cette émission, Mademoiselle Bosque, enfin Madame Bosque. Merci d'avoir été dans cette émission pour parler d'ailleurs d'Octobre Rose, justement dans votre commune, à savoir Saint-Claude. Et un petit rappel, justement, s'il y a peut-être quelque chose à dire concernant cette manifestation pour vous. Oui, on invite vraiment tout le monde à venir le vendredi 20 octobre à Ducharme, à Saint-Claude. Donc pour la marche à 17h30 et pour le Socafit avec Génie Paulin à 19h30 au gymnase Daniel Cassan. Merci à vous. Merci aussi ses amis téléspectateurs.
pour votre présence justement dans cette émission. On va se retrouver lundi soir d'abord avec Pascal dans Challenge Sport. Et puis, on va se retrouver, nous, mercredi, 15h30, justement, pour un nouveau volet concernant le foot. Et nous serons en direct à partir de 15h30, mercredi. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télécanal d'Issouvoir. Doctor Love.